Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode vous remontera le moral. Aujourd'hui, je vais faire un épisode spécial qui me touche beaucoup où je vais parler de la maladie drépanocytose. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une maladie génétique qui touche les globules rouges spécifiquement, qui n'ont pas une forme circulaire, mais qui a une forme en forme de fossile. Et celles qui ne savent pas c'est quoi les globules rouges, c'est des cellules qui s'occupent de porte, on va dire, pour résumer, l'oxygène pour aider à ce que l'oxygène aille dans les muscles, dans le corps pour vous aider à fonctionner. Je sais que je vulgarise beaucoup, mais c'est vraiment pour simplifier, pour que vous compreniez. Et en fait, dans cette maladie, vu que les cellules n'ont pas une forme qui est circulaire, mais qui est plutôt en fossile, eh ben, ça peut faire que dans les capillaires, eh ben, les cellules explosent et c'est là où, en fait, beaucoup de personnes qui ont ce symptôme de drépanocytose, bon, je vulgarise beaucoup, mais on a un spécialiste aujourd'hui qui va nous parler spécifiquement de la maladie, qui fait en sorte que des fois, bah, ces personnes-là ont des crises telles qu'ils peuvent avoir des problèmes au niveau de leurs organes. En tout cas, je ne serai pas toute seule pour parler plus de cette maladie. Je suis accompagnée de l'association ROVSID, aussi qui va être parlée par Monsieur Blasco. Donc, merci beaucoup, Monsieur Blasco, d'être venu sur Sois ta propre vérité. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Philippe Blasco et je suis infirmier coordinateur au ROVSED. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus de la maladie? La drépanocytose est donc une maladie du globule rouge, sachant que les globules rouges sont donc des cellules qui circulent dans les vaisseaux sanguins et qui contiennent de l'hémoglobine. Cette hémoglobine permet donc aux globules rouges de transporter l'oxygène qui sera ensuite distribué à l'ensemble des tissus et des organes du corps humain. Donc, lorsqu'on est atteint de ce qu'on appelle un syndrome drépanocytaire majeur, donc ça veut dire que quand on est malade de la drépanocytose, cette hémoglobine est mutée à une anomalie et on appelle cela l'hémoglobine S. Et alors, dans certaines situations, comme par exemple quand on manque d'oxygène, qu'on est fatigué, quand on est déshydraté, quand il y a une variation brusque de température, cette hémoglobine S va perdre son efficacité, va se déformer, et alors le globule rouge va se déformer en forme de croissant et devenir très rigide, et cela va donc boucher les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins. Et on appelle ce phénomène donc la vaso-occlusion, qui entraîne des douleurs intenses. Par ailleurs, l'anémie et les infections sont également des manifestations de la maladie. Voilà. Alors, la drépanocytose est une maladie héréditaire. Donc, ça veut dire qu'un enfant est malade si chacun de ses deux parents, en général porteurs sains de la maladie, transmettent le gène donc, de l'hémoglobine S. Et c'est une maladie qui concerne certaines populations, notamment les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des Antilles, les Afro-Américains, les personnes originaires du Maghreb et enfin les personnes originaires d'Amérique latine, en particulier le Brésil. Pouvez-vous nous présenter votre association qui est là depuis 2005? Voilà, donc le ROVSED a été créé en 2005 par le professeur Marianne de Montalembert. On est financé par l'ARS Île-de-France et on est hébergé au sein de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Euh, donc le principal objectif de l'association, c'est de permettre aux patients et à leurs familles, enfin aux patients, aux enfants, parce que on s'occupe que des enfants jusqu'à environ l'âge de 20 ans, d'avoir donc une qualité de vie acceptable. Et on a deux missions principales. Le premier, c'est donc l'accompagnement de ces enfants et de leurs familles. Donc on organise des séances d'information, on organise des ateliers d'éducation thérapeutique pour apprendre aux enfants et aux parents à gérer cette maladie et son traitement. On offre aussi un soutien psychosocial. Nous avons une psychologue dans l'équipe et aussi une neuropsychologue pour faire des bilans.
et on est très impliqué dans le suivi de la scolarité de ces enfants. Voilà. Par ailleurs, l'autre mission, c'est donc la formation et la coordination des soins. Mhm. Et là, on est en contact avec les médecins de famille de ces enfants, les médecins libéraux, les professionnels de l'enfance, hein, en crèche, à l'école, même dans les activités extrascolaires, notamment sportives. Et on est en lien avec tous les hôpitaux, tous les centres hospitaliers de l'Île-de-France, parce que notre zone d'action se situe uniquement dans l'Île-de-France. Donc centres hospitaliers et structures de santé comme les PMI et d'autres. Ah, mais c'est vraiment Alors important. Ah, pardon. l'équipe est composée, donc on est toute une équipe, donc il y a un médecin coordinateur et qui est également directrice. On est deux infirmiers, une psychologue, un patient expert. Donc un patient expert, c'est quelqu'un qui est porteur de la maladie, mais qui a été formé euh, donc à accompagner d'autres patients. On a une neuropsychologue qui fait une vacation d'une journée. Et enfin, on a une coordinatrice administrative et financière et une secrétaire. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas à temps plein, mais enfin, je vous passe les détails. Voilà. Mais ça fait une très belle équipe, hein, parce que vous êtes vraiment axé sur les différents domaines. C'est-à-dire vous occupez vraiment de l'enfant, de sa charge au niveau de la maladie, bien sûr, vous avez dit par rapport à ses rendez-vous médicaux, mais aussi au niveau de son éducation et aussi au niveau de son niveau plutôt plus psychologique, sa relation avec sa maladie. Et je trouve ça super beau parce que vu que vous êtes dans différents domaines, et ben ça permet d'allier tous les aspects de l'enfant, que c'est vrai que vivre avec une maladie génétique, c'est quand même difficile. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette association. Voilà, ouais. Bah oui, comme toute maladie chronique, il y a évidemment des répercussions médicales, mais aussi sur le plan social et sur le plan psychologique. Donc, en fait, l'accompagnement se situe à tous les niveaux. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe, une séance d'éducation thérapeutique que vous proposez aux enfants? L'éducation thérapeutique, ça commence par l'analyse des besoins du patient. En l'occurrence, Mhm. là, c'est un enfant. Donc, ça se passe lors d'un entretien où on essaye de voir un petit peu ce que, ce que le patient, sa famille connaît déjà de la maladie, mais il ne s'agit pas uniquement de transmettre des connaissances, mais aussi de voir un petit peu comment est gérée la maladie dans son ensemble. Parce que l'éducation thérapeutique, c'est avant tout, euh, comment dirais-je, un apprentissage et qui permet au patient et à sa famille de, euh, de maîtriser un certain nombre de compétences dans la maladie, traitement, Par exemple, si par exemple enfin, l'enfant il a une crise lorsqu'il va à l'école, bah, vous l'aidez par exemple à gérer. quoi faire, voilà, quels médicaments prendre. Donc Ouais. tout ça, c'est un bon exemple. La prévention d'une crise, donc par exemple, les parents doivent savoir quelles sont les précautions à prendre pour éviter les crises. Mais si une crise arrive, ils doivent aussi être capables de savoir quoi faire, quels médicaments prendre, notamment contre la douleur, et aussi connaître les signes qui font qu'ils doivent aller aux urgences. Ouais, ça c'est vraiment important parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose où en fait l'école ne sait pas comment gérer, ou même l'enfant vu que bah, son niveau de douleur est peut-être intense, et ben le fait que les parents sachent détecter les signaux, et ben ça permet aussi à l'enfant bah, de moins paniquer et que eux aussi ils n'arrivent pas à ne plus être en mode angoisse. Vous avez parlé aussi d'un soutien au niveau scolaire. Comment vous faites pour les accompagner d'un point de vue scolaire, ces enfants? Alors, il s'avère que les enfants qu'on suit, c'est vrai que pour de multiples raisons, dues à la maladie, mais aussi à d'autres facteurs, nombreux sont les enfants qui ont des retards scolaires et des troubles de l'apprentissage. Donc pour ce faire, on est en contact avec les écoles et on a aussi une neuropsychologue qui peut faire des bilans afin d'identifier plus précisément d'où vient le trouble de l'apprentissage. Par ailleurs, on est en contact avec les personnels enseignants
les infirmières scolaires pour un peu les informer sur la maladie et la conduite à tenir en cas de crise. Et voilà. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est important de noter que dans la drépanocytose, la crise, ça peut venir à tout moment. C'est-à-dire que Tout à même, fait. Oui. et même quand un enfant est hospitalisé, bah, il peut être hospitalisé pendant, ça peut aller peut-être d'une semaine à plusieurs mois. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps il va être Ouais. en dehors de l'école et la scolarité, c'est important. Et c'est vrai que j'aime bien ce que vous proposez, c'est-à-dire que vous proposez qu'il y ait quand même un cadre qui fait qu'il ne soit pas en décrochage scolaire, mais qu'il puisse quand même suivre bah, ses cours enfin, par rapport à cette proposition-là que vous faites. Voilà, voilà. Et il y a aussi toutes les mesures préventives qui sont importantes. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant doit boire beaucoup au cours de Mhm. la journée pour éviter les crises, parce que la déshydratation peut entraîner une crise. Il faudra éviter aussi qu'il se fatigue de trop. Donc, s'il y a des activités sportives, il pourra les faire, mais avec une certaine adaptation. Donc, tout ça, les personnels enseignants, les infirmières scolaires doivent être au courant pour prévenir et, si ça arrive, être capable de gérer la crise. Ah, ça, c'est super. C'est vraiment bien, hein. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet à ce que l'enfant ne soit pas privé de faire des activités physiques, mais que Voilà, ça soit adapté et comme ça, il n'a pas cette impression-là, enfin, en tout cas, je pense, voilà, voilà, voilà. d'être laissé. Sachant que chaque enfant souffrant de drépanocytose a ce qu'on appelle un PAI, donc c'est un projet d'accompagnement individualisé, si je dis pas de bêtises. Et donc dans ce PAI, il y a noté, donc c'est fait par le médecin qui suit l'enfant et qui précise un petit peu les conduites à tenir en cas de crise, les médicaments que peut prendre l'enfant, etc. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans cette association-là particulièrement en tant qu'infirmier? Avant de rejoindre l'Europe-7, je travaillais déjà avec des patients souffrant de maladies chroniques. Donc, Mhm. j'aime bien parce qu'il n'y a pas que du médical, c'est-à-dire, et puis l'idée, c'est aussi enfin, comme j'ai une spécialisation en éducation thérapeutique, euh, un patient qui souffre de maladies chroniques doit être capable de gérer sa maladie. Donc, ce côté éducation, formation du patient afin qu'il puisse être autonome dans la prise en charge de la maladie, m'a toujours très intéressé, quoi. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette association? Là, ça fait un an. Ah, c'est Je suis super bien. ouais, voilà. Et pouvez-vous nous partager bah, une, enfin, une expérience que vous avez eue avec un enfant qui vous a particulièrement touché durant cette année? Bon, j'imagine que tous ces enfants-là que vous occupez, Ouais. peut-être qu'il y en a une histoire que vous pouvez. Ouais, il y en a une. Enfin, c'était un enfant enfin, petit, hein, encore en maternelle, en fait, il habite assez loin de son école. Mhm. Donc tous les matins, il doit prendre deux bus, marcher ensuite pour rejoindre l'école. Donc c'est des enfants qui se fatiguent Rapidement. plus rapidement que les autres. Donc tout ça le fatiguait beaucoup. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une école plus proche de chez lui, mais dans une autre commune. Donc, donc pendant pas mal de temps, là, on a essayé de faire les démarches auprès de la mairie de l'autre, enfin de l'autre commune, pardon, afin qu'il y ait une dérogation. Enfin, vous savez qu'en France, l'inscription à l'école, enfin, se fait en fonction du domicile, euh, et c'est souvent compliqué d'avoir une dérogation, à moins d'inscrire vos enfants dans une école privée, mais en tout cas dans le public, c'est compliqué. Donc il a fallu on a réussi à convaincre peu à peu l'autre commune de prendre cet enfant. Donc, c'est pas encore fait. On n'a pas encore. Mais enfin, visiblement, c'est en bonne voie et normalement, à la rentrée prochaine, cet enfant pourra être scolarisé dans une école beaucoup plus proche de chez lui, donc ce qui va faciliter sa vie. Voilà. Bah, c'est magnifique, hein. C'est vrai que, enfin, je trouve ça un peu hallucinant en France qu'on doit polémiquer surtout pour un enfant malade. Mais je trouve ça beau que vous impliquiez comme ça parce que ça permet en fait de se dire, bah,
que cet enfant, enfin, ça serait dommage que cet enfant-là, en allant à l'école, il a une crise, vu qu'il, comme vous dites très bien, c'est des enfants qui se fatiguent très vite. Et le fait, de plus avoir cette pression-là d'aller à l'école et de savoir si l'enfant va avoir une crise ou pas, et ben, ça permet aussi, d'améliorer sa situation scolaire parce que, s'il se fatigue moins, donc ça veut dire qu'il a plus de chances, de bien suivre son année et d'éviter d'avoir des crises et des passages à l'hôpital qui n'est pas on va dire facile pour un enfant parce que c'est vraiment le fait de revoir même si je pense qu'ils vous aiment beaucoup, mais revoir les médecins, le cadre médical, c'est pas très agréable pour un enfant. Mhm. Mhm. Donc Ouais, tout à fait. j'aime beaucoup cette histoire et c'est vrai que ça fait du baume au cœur de voir une association qui s'implique autant comme ça. Quels sont les aspects gratifiants de votre fonction? C'est ça, quoi. Enfin, on a quand même l'impression, même si souvent c'est compliqué d'être utile. euh, et encore une fois, ce côté essayer non seulement d'accompagner ces patients et leurs familles, mais aussi de les rendre plus autonomes, euh, vraiment m'intéresse beaucoup, quoi. Voilà. Parce que c'est une maladie chronique. Bon, même si, il y a quelques possibilités de traitement, mais ça reste très très limité. C'est des enfants qui vont devoir vivre toute leur vie avec cette maladie. Donc il faut savoir, enfin, ils doivent être capables de la gérer au quotidien. Ah, mais ce que j'aime bien avec votre fonction, c'est surtout vous avez cet aspect médical, mais cet aspect aussi très thérapeutique et très humain, où vous accompagnez vraiment la famille et l'enfant à se dire, bah oui, vous avez une maladie, mais c'est possible de vivre normalement, même s'il faut bien sûr, il faut adapter par rapport bien sûr à la maladie, aux crises, tout ça, mais que c'est pas non plus une fatalité et qu'on peut toujours avoir une vie on n'est pas obligé de, entre guillemets, oublier ses rêves à cause d'une maladie. Tout à fait. Si on a envie, par exemple, de vous aider, on peut faire ça comment? Alors, je laisse Sarah répondre à la question. Je suis Sarah Bergerot, je suis la coordinatrice du ROFSED et donc du coup je vais parler de la partie donation. Alors il est tout à fait possible de faire des dons à l'association. Cependant, ces dons sont très encadrés. On doit d'abord connaître la personne et savoir pourquoi elle souhaite faire un don, puisque en priorité, on est financé par l'État. Donc voilà, on accepte les dons, on apprécie que des personnes souhaitent s'intéresser à la maladie et souhaitent participer, mais on reste toujours encadré. C'est très important. Voilà. Et je tiens à préciser que pour faire une demande de don, on peut passer par le site du ROFSET en faisant une demande de contact et on vous répondra dans la journée ou dans la semaine. On répond souvent en général assez vite. Pour conclure cet épisode, pouvez-vous nous dire un mot qui résume votre association? En deux mots, l'objectif principal du ROFSET, c'est vraiment d'accompagner les familles dans la prise en charge de cette maladie qui est quand même très invalidante, hein. C'est des enfants qui font régulièrement des crises, euh, et donc ça les handicape énormément. Et aussi dans la formation des différents professionnels qui, euh, qui s'occupent des enfants au quotidien. Voilà. Merci beaucoup.